Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dolce Velo, et un épisode spécial Tour de France. Alors la dernière fois qu'on s'était laissé, on avait parlé du Giro et j'ai pas refait de vidéo derrière parce que j'étais pas inspiré simplement. Et j'ai fait un peu d'autres choses. Enfin, on est dans une période où il y a la Coupe du Monde, il y a d'autres sports et tout ça, et où je me perds beaucoup. Et là, pour ce Tour de France, on avait commencé un peu les séries pour parler des équipes et voir un peu ce qui allait se passer. Et finalement, j'ai vu que la première étape était ce chrono par équipe. Et je me suis dit, ah, ça peut être sympa, avec aussi cette nouvelle règle de contre-la-montre, de voir un peu comment ça va se passer, de voir un peu les coureurs qui vont être présentés et ceux qui vont être protégés pour garder un bon temps au classement général, tout ça. Du coup, simplement, on va revenir sur le comportement des équipes sur ce contre-la-montre, voir un peu les leaders, les gagnants, les perdants. J'avais une playlist de une quinzaine de coureurs qui jouaient un classement général, qui pouvaient prétendre à faire un top 10 de Tour de France, ce qui est quand même quelque chose d'assez prestigieux. Un top 10, c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé de ces derniers temps, parce qu'on va plutôt essayer de chercher la victoire d'étape, de privilégier une victoire, le fait de lever les bras pour son équipe. Mais finir dans le top 10 d'un Tour de France reste toujours quelque chose de très prestigieux. Donc, on va analyser un peu tout ça. On va aller très très rapidement sur les équipes qui n'ont rien à proposer, hein. Il y en a beaucoup. Le Tour de France est une course de très haute intensité et certaines équipes n'ont clairement pas le calibre pour prétendre à quelque chose. On va pas faire comme le Giro où j'avais littéralement 25 noms de prétendants machin chouette. Là, honnêtement, il y en avait une quinzaine. Et encore, après ce contre-la-montre par équipe, la liste est encore plus réduite et on va voir ça tout de suite. Avant de commencer à parler de la course, je tiens quand même à préciser que je vais essayer de proposer du contenu un peu plus développé sur la chaîne, que ce soit dans les vidéos, que ce soit aussi sur un peu tout ce qu'il y a autour de Dolce Velo. En effet, j'ai pas vraiment envie de rester sur un truc purement audiovisuel. Et du coup, je vais retourner sur un format un peu plus calme, sur les vidéos, un format un peu moins fréquent. Enfin, je dis moins fréquent parce que de base, je devais faire des vidéos assez régulièrement, genre toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Mais qu'au final, j'ai pas réussi à tenir ce rythme. C'est pas quelque chose qui m'inspirait, dans le sens où j'avais pas toujours des sujets intéressants et où ça se voyait aussi au niveau des stats. Et là, on va retourner sur un truc de bien plus distancé, où j'ai le temps de réfléchir, de prendre le temps de proposer aussi du contenu beaucoup plus qualitatif. Donc c'est quelque chose qui va être travaillé. Et pour tout ce qui est contenu un peu plus fréquent, on verra un peu plus tard comment la chaîne se développe, enfin comment l'image d'Alchevelo se développe. Parce que j'ai clairement envie de développer d'autres médias. Passons sans attendre sur ce Tour de France où voilà, il y a eu quelques surprises avec la victoire de la team Visma Lease Bike alors que les gros favoris étaient l'équipe Ineos, la compagnie Ineos. Ça lance déjà bien la compétition et ça met déjà un petit classement, un petit ranking sur les équipes qui sont préparées pour ce Tour de France, ceux qui ont bien préparé le chrono. Ça met aussi une certaine... ça met déjà un premier classement entre les leaders tout simplement. Et ça permet aussi de voir les équipes qui ont travaillé ce contre-la-montre, qui l'ont bien travaillé, qui ont réussi à protéger leurs leaders, etc. Donc, donc voilà. On va faire une par une en commençant par le bas. Parce que simplement, rien qu'à partir de la dernière position, on a déjà une petite surprise. Alors, l'XDS Astana Team, équipe qui a décidé de lancer à la fin Sergio Higuita pour son classement général. Déjà, globalement, l'équipe finit à 2 minutes 18. C'est vraiment pas ouf comme performance. Et là où je suis un peu surpris, enfin même pas un peu, je suis très surpris, c'est que du coup le dernier coureur n'était pas Harold Terrada, qui est le meilleur rappeur de cette équipe et qui est littéralement
un coureur qui aurait pu prétendre à un classement général sur le Tour de France. Disons qu'avec sa saison produite, surtout le début de saison, hein, où il fait 4ème de l'UE Tour, il fait 10ème de Paris-Nice avec une victoire d'étape et 2 podiums. Il a fait une saison qui est vraiment satisfaisante. On l'a vu qu'en montagne, il était solide, il était capable de rivaliser avec des grands grimpeurs du peloton. Et je m'attendais clairement à Harold Terrada qui joue un top 10 du classement général sur ce Tour de France. Mais j'ai l'impression du coup qu'avec le fait qu'il n'ait pas été attendu, enfin le fait qu'il n'ait pas été le dernier coureur lancé, qui finisse même à 28 secondes de Sergio Higuita, je crois qu'on est plutôt orienté sur Harold Terrada qui joue les étapes ou même un maillot de la montagne. C'est pas déconnant, il en a clairement les capacités, mais j'aurais préféré le voir clairement tenter un classement général. Lui qui a 30 ans, ou même bientôt 30 ans, c'est quelque chose qu'il aurait clairement pu essayer de faire au moins une fois dans sa carrière. Et bon, bah, peut-être que ce sera l'année prochaine, pourquoi pas. Je vois qu'il a aussi la Vuelta dans son programme après, donc peut-être que c'est sur la Vuelta qu'il jouera ce classement général. On verra, honnêtement. Mais petit pansement, déjà. Ensuite, pour la Team Picnic Postenel, honnêtement, il n'y a rien à dire. L'équipe n'a pas d'ambition au classement général. Le chrono par équipe est à l'image de l'équipe, tout simplement. Ils sont pas au niveau du World Tour et c'est très compliqué. On verra ce qu'ils arrivent à proposer sur les étapes, mais que ce soit au sprint ou en montagne ou en échappée, ça va être compliqué pour eux. Ensuite, la Lotto Intermarché qui finit 21ème à une 36, où clairement le dernier lanceur a été Lennart Van Eetvelt, leur meilleur coureur. L'année passée, je pense que j'aurais encore parlé de chance de top 10, etc. pour lui, mais je pense très clairement que c'est l'objectif victoire d'étape pour ce coureur qui est trop irrégulier, qui a eu le Giro pour essayer de jouer un classement général et qui a raté. Je sais pas si c'est le mental ou si c'est une gêne physique qui le ralentit dans sa carrière. Je pense plutôt que c'est mental. Et on sait le coureur en partance a l'objectif d'une étape pour lever les bras, reprendre un peu de confiance avant de partir pour de nouveaux horizons, ça peut être très bien pour lui. Passons ensuite à l'équipe Movistar, avec du coup un leader annoncé pour faire top 10 de ce classement général, Tian Uijtenbrooks. L'équipe il est à 1,18, donc c'est pas une grosse perte, sauf que Uijtenbrooks ne finit pas dernier coureur lancé. Il finit à 35 secondes de Garcia Piana, c'est-à-dire que Uijtenbrooks est donc à 1 minute 53 au classement général. C'est énorme. C'est mieux que du coup ce que fait Terrada par exemple, si on sait toujours pas s'il joue un classement ou quoi. Mais 1,53 de perdu sur une seule étape, c'est déjà énorme. Alors, je pense clairement que Uijtenbrooks, quand ça a annoncé qu'il vise le top 10, c'est fond de top 10, hein, entre 8 et 10, on va dire. Mais quand même, commencer avec un déficit si conséquent, c'est très très ennuyeux. Surtout que on connaît, c'est un coureur qui a besoin de reprouver sur 3 semaines, qui a besoin de se retrouver des sensations de grimpeur après des années compliquées. On va revoir un peu son début de saison pour expliquer tout ça. Mais on voit que depuis son arrivée chez Movistar, il y a des belles performances. Il y a la 8ème place sur le Tour de Catalogne, où il a été assez intéressant sur les étapes de montagne, et il tenait avec le deuxième groupe de grimpeurs, on va dire. Je peux vous montrer juste ici. On le voit tenir avec Fortunato, Skelmos, Evenepoel, Ben O'Connor. Il y a également les Pays Basques où il finit 12ème, où on l'a vu très souvent dans le top 10 et assez proche des leaders. Gaston Auvergne-Rhône-Alpes où il finit 7ème. Donc globalement, il y a une régularité dans, on va dire, dans la deuxième catégorie pour Uijtenbrooks. Mais commencer à cumuler 53 de retard, c'est compliqué, il va falloir être très stratégique du côté de Movistar et on sait que c'est pas le fort de Movistar d'être très stratégique, ça passe ou ça casse clairement et on peut pas plus mal commencer ce Tour de France pour Tian Uijtenbrooks, je pense. Avançons sur Cofidis où il n'y a rien à dire, on laisse une dernière saison de Yannis Aguirre, il jouera pas de classement général bien qu'il ait fini dernier lanceur. Je pense qu'il a encore de quoi aller chercher l'étape, honnêtement. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être assez intéressantes pour son profil.
Il y a de quoi aller chercher une étape. Maintenant, à voir s'il en a les capacités, le mental. C'est pas le seul qui peut aller chercher l'étape, hein, forcément, mais voilà. En termes de grimpeur, il n'y a rien pour le top 10. Et courage pour Yonis Aguirre, pour Alexandre Rambourou, pour aller chercher quelque chose. Le reste, ce sera Fretin et ses sprints. Équipe NSN qui finit 18ème. Là, on voit quand même qu'il y a un bon nombre d'équipes qui finissent un peu dans la même marge entre une 10 et une 20. Pour l'équipe NSN, il n'y a rien. On va donner cet objectif maillot vert pour Guirmet, qui a une voie assez royale, je dirais, dans le sens où les meilleurs sprinteurs ont annoncé ne pas jouer maillot vert. Il y a aussi ce nouveau système de points qui fait que ça avantageait plus les victoires au sprint massif quand même, plutôt que sur les coureurs qui vont chercher les sprints intermédiaires. Mais Guirmet est un coureur qui est capable de faire podium sur les sprints massifs, voire même gagner simplement. Et en plus de se balader 3 semaines, aller chercher des échappées pour aller récupérer des sprints intermédiaires. Donc l'équipe est alignée pour ça, il n'y a pas de grimpeur. Georges Bennett, on verra ce qu'il peut apporter en montagne, mais je le sens un peu trop isolé dans l'équipe et même pas assez bon simplement pour aller remporter une étape. Ça va être un peu pareil, je pense, pour la Tudor, bien que il y ait Michael Storer disponible pour aller chercher les étapes. On voit ici clairement que le dernier coureur lancé, c'est Yanis Voisard. Je pense qu'Alain Philippe a essayé de tenir, je me rappelle plus trop de leur arrivée. Mais je ne pense pas que Voisard jouera un classement général. Enfin, il n'a clairement pas les cannes. En tout cas, le meilleur grimpeur de cette équipe est Michael Storer. C'est lui qui a les meilleures chances de l'emporter et lui a déjà décroché 2 minutes par rapport à son propre équipier. Il est donc à 3 minutes 27 au classement général. Ce qui est déjà une très bonne marge pour avoir échappé dès les premières étapes accidentées en fait. Donc on verra ce que ça donne. C'est une équipe assez intéressante quand même, assez hybride avec le sprint et la montagne. Mais il n'y a aucune ambition au classement général pour cette équipe. L'équipe Kera Rural, équipe un peu surprise et qui réalise un bon chrono par équipe pour ses capacités. Parce qu'il n'y a pas de gros coureurs dans cette équipe. Otruba est un bon rouleur. Balderstone est un bon rouleur. Et après, c'est tout en fait. Molenar, je crois que ça va. Oldali, ça va un peu. Et c'est tout en fait. Du coup, c'est assez sympa ce qu'ils ont proposé sur ce chrono par équipe. Le dernier lanceur, ça a été Molenar. Petite surprise parce que c'est pas lui qui jouera le classement général final. Je pense pas qu'il y aura un coureur qui jouera le classement général, mais il y aura quand même peut-être un José Félix Parra ou un Abel Balderstone, qui essaiera de se placer dans un top 20 au classement général. Maintenant, leur meilleure option en montagne, pour moi, c'est Sébastien Berwick. On peut regarder un peu sa saison. C'est assez sympa. Il y a eu beaucoup de courses sur dans les pays un peu exotiques comme la Turquie, comme la Slovénie. Mais les résultats sont là et face à des coureurs de bon calibre. Donc, c'est une bonne option. À voir comment l'équipe va travailler. C'est la première fois qu'on les met dans des conditions Tour de France, peloton en tour, avec une telle intensité. À voir s'ils ont le coffre pour répondre présent. Ensuite, on avance avec la Total Energy, qui a lancé Jordan Giga en dernier. Je sais pas trop quelles sont les ambitions de ce coureur, de Jordan Giga, étant donné que l'année passée, il sort 10e du Tour de France. Mais, que dire? La saison était plus compliquée pour lui, entre un début de saison manqué pour blessure, un retour en force, très clairement. Mais on a aussi vu que c'était plus un coureur qui allait dans les échappées sur les étapes du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pareil au niveau de son tour l'année passée, c'est quand même beaucoup d'échappées malgré le fait qu'il était solide. J'ai pas l'impression que cette année il soit aussi fort. Et j'ai l'impression que la concurrence est quand même plus élevée aussi cette année. Donc pourquoi pas aller devoir chasser les étapes plutôt que de chercher à se replacer pour un classement général à chaque fois quand il va en échapper. Mais une victoire d'étape pour Jordan Giga peut être une très bonne surprise dans ce Tour de France. Ensuite, on avance avec l'équipe UX Mobility,
une équipe assez sympa, assez solide sur le papier et très ambitieuse, avec pour leader Tobias Allan Johannessen, qui ne perd donc que 1 minute sur Jonas Vingegaard, ce qui est vraiment très sympa. On sait que Tobias Allan Johannessen est un coureur qui peut faire un top 5 au général, un top 10, il a fait 6ème l'année passée. Cette saison a été super régulière pour lui, malgré certains trous d'air qui ont fait que stratégiquement il a dû un peu adapter sa course. On voit une 9ème place sur le tour à cause d'un chrono manqué. On voit une 4ème place sur Tirreno où il était clairement dans le top 4 des meilleurs, mais un chrono manqué fait qu'il n'a pas eu les chances de se battre pour le podium. On voit une 3ème place sur le Tour des Pays Basques où des échappées l'ont aidé à se replacer après une première étape en ligne un peu manquée. Et aussi cette 9ème place sur Liège-Bastogne-Liège. On est clairement sur la saison la plus aboutie de Johannessen. On peut le voir ici avec le ranking PCS. Il n'a jamais cumulé autant de points et le Tour de France n'est pas encore arrivé. Donc franchement, il y a quelque chose à faire pour Johannessen. C'est clairement un prétendant au top 10. À mon avis, il sera dans le top 10, c'est sûr. Et pourquoi pas, avec sa régularité, ce qu'il montre depuis le début de la saison, gratter un petit top 5 même. À voir. Ensuite, on avance avec la Soudal Quick-Step. Équipe qui est déjà la première équipe qui est sous la minute. Enfin, dernière équipe qui est sous la minute, du coup, si on va dans l'autre sens. Ilan Van Wilder était le dernier lancé. Je sais pas trop comment on va s'orienter l'équipe autour par rapport à Van Wilder. Mais ce qu'on sait, c'est que le gros grimpeur de cette équipe est Valentin Paré-Peintre. Et c'est déjà annoncé. Il ne jouera pas un classement général, il ne jouera pas de top 10. Il va viser une étape et le maillot à poids. Objectif clairement réalisable. Il a déjà remporté l'étape l'année passée sur le Ventoux, on s'en rappelle. Et on va aussi voir que la saison de Valentin Paré-Peintre est très solide, avec une 12ème place sur Paris-Nice, mais une 2ème place sur l'étape de Colombier-le-Vieux, un autre top 10 le lendemain, une 4ème place au général sur le Tour de Catalogne dans les rangs de Lipovic, au podium du Tour de France, dans les rangs de Lenny Martinez, devant Remco Evenepoel, Félix Gall. Il y a quelque chose à faire avec Valentin Paré-Peintre en montagne. Il est très solide et très régulier depuis le début de saison. Maintenant, à voir comment l'équipe va s'orienter. C'est l'équipe très hybride aussi avec Merlier qui va viser les étapes. Il visera pas le maillot vert, c'est annoncé, mais il visera les étapes. Et je pense qu'il y aura beaucoup de liberté pour Valentin Paré-Peintre et compagnie pour simplement aller en échapper, aider le coureur français à aller remporter un maillot de la montagne, qui sera très très disputé cette année, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir, il y a d'autres coureurs qui ont la même ambition, et ça va être intéressant, c'est très intéressant à regarder. Enchaînons, je pense qu'on a la moitié, avec la Pinarello Q36.5 de Tom Pidcock. Ambition, clairement, le général pour Tom Pidcock, c'est la première fois qu'il peut, je pense, faire un top 10 sur le Tour de France. Il a déjà tenté un classement général sur le Tour de France à l'époque où il était chez Ineos. Ça n'avait pas marché. C'était l'équipe qui avait trop de leaders en même temps alignés. Il y en avait 4, je pense. Ça n'a pas marché. Et il fallait recentrer peut-être Pidcock dans une équipe. Et c'est ce qui s'est passé avec Pinarello Q36.5. On a vu son podium de la Vuelta l'année passée. La saison était un peu compliquée à cause d'une chute sur... c'était quelle course où il a abandonné? C'était sur la Catalogne. Mais avant ça, la saison de Pidcock était incroyable. Après ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout aussi propre. Honnêtement, Pidcock peut surprendre. L'ambition, à mon avis, est le top 10. Je sais pas si je peux déjà parler de top 5 pour Pidcock parce que la concurrence est rude et que la saison n'a pas été optimale. Mais en tout cas, il a clairement de quoi aller chercher un classement général. Et en plus, on le sait, s'il y a certaines étapes qui suivent parmi les grimpeurs, c'est un des meilleurs sprinteurs de ce groupe-là. Il pourra aller chercher aussi l'étape de cette manière. Donc pourquoi pas. Enchaînons avec la IF, équipe qui n'a pas vraiment de leader pour général, je pense. Alex Baudin est peut-être le coureur qui va viser le meilleur classement général possible. Mais le coureur qui a clairement... Ouais, en fait, non, il n'y a pas un coureur. Il y a une très bonne équipe en montagne. Mais le truc, c'est que
je sais pas vraiment dire qui sera le plus privilégié. Carapaz, l'équatorien, visera le maillot de la montagne, c'est annoncé. Maintenant, à côté de ça, entre Alex Baudin, Jörg Steinhauser, Ben Idi, c'est clairement des coureurs qui peuvent aller chercher des étapes, qui peuvent viser un classement général. Je pense que Ben Idi, en perdant 2 minutes 14, a clairement signalé qu'il ne jouerait pas ce classement général, qu'il ne viserait pas le top 10, bien qu'il l'ait fait l'année passée. Je pense que s'il y a un coureur qui doit plus viser le général, c'est Alex Baudin. Mais je suis pas sûr qu'il en soit capable. Je pense que ce sera plutôt une victoire d'étape qu'il ira chercher. On voit avec son tournoi vers Rhône-Alpes, après avoir porté le maillot de leader, il finit 12ème. Il a eu sa craquante. Sur Tour des Pays-Basques, il a aussi eu sa craquante en dernière journée. Sur Paris-Nice, il était solide, bien qu'il était équipier de Steinhauser. Donc je sais pas, il n'y a pas vraiment de certitude pour un classement général, mais en tout cas, il y a l'équipe qui va être très offensive et très agressive, et l'équipe IF Education Easy Post est une très bonne équipe pour cela. Passons à la team Jeko Alula, qui a lancé du coup dans le final Michael Matthews, leur sprinter, grimpeur, coureur de classique, un peu tout, ça dépend de son mood. Déjà première surprise, Ben O'Connor à 3 minutes 42, lui qui sort du Giro, un Giro assez décevant, où d'ailleurs on a appris que Ben O'Connor rejoindrait l'équipe Decathlon l'année prochaine, reviendrait chez Decathlon l'année prochaine. Ben O'Connor, classement général, c'est mort. Du coup, ça veut dire que c'est un coureur pour les échappées et une victoire d'étape en plus. Un coureur très solide à prendre au sérieux. Et Luc Plap, qui on aurait pu penser jouer un classement général sur le Tour de France, on dirait ne visera pas non plus. Il est à 1 minute de Matthews. Il est à presque 2 minutes du coup de Vingegaard déjà au général. Ça fait que on va avoir une équipe plutôt offensive aussi et peut-être concentrée sur les sprints avec Ackermann et Matthews, pourquoi pas dans certaines circonstances. Maintenant en montagne, ce sera clairement intéressant. Luc Plap a réalisé une saison assez intéressante avec l'UAE Tour, avec le Tour de Romandie, le Tour de Hongrie. Franchement, à voir ce que ça va donner. Je pense que lui aussi, c'est encore très irrégulier. Mais il peut clairement aller gagner une étape sur le Tour de France. Très clairement, l'année est intéressante pour lui, l'année est bonne pour lui. On entre du coup dans le top 10. Et on va parler de la Bahreïn Victorious qui présente Antonio Tiberi et Nelly Martinez comme gros grimpeurs. Alors, Nelly Martinez, c'est acté, jouera la victoire d'étape, le maillot de la montagne, comme Carapaz et Valentin Parepin déjà annoncé. Mais étonnamment, il n'a pas perdu tant de temps que ça. Il est qu'à 50 secondes au classement général. Ce qui fait que c'est bizarre de l'avoir gardé aussi longtemps, en fait. Il aurait pu décrocher peut-être plus de temps, mais le truc c'est que comme il y a Antonio Tiberi qui joue ce classement général, je pense que on n'a pas voulu non plus réduire les chances de Tiberi d'être bien classé. Antonio Tiberi, cette saison, je vais vous le présenter. C'est deuxième de le tour avec une victoire d'étape en haute montagne, devant Del Toro, du Félix Gall, du Johannessen. Ensuite, ça a été un coureur qui a plutôt fait l'équipier sur les autres courses, équipier de Buitrago, équipier de Nelly Martinez. Donc c'est très compliqué de estimer la saison de Antonio Tiberi. Maintenant, je pense que le fait qu'il soit bien ménagé, ça a aidé. Je sais pas si ça va être entendu, mais il y a beaucoup de klaxons dehors. Comme je vous l'ai dit, on est en période Coupe du Monde et avec la victoire du Maroc, aujourd'hui, ça va klaxonner de partout. Et du coup, je ne sais pas du tout comment Tiberi aborde ce Tour de France. Il joue le classement général, le top 10 envisageable. Je pense même que c'est un des plus gros contenders au top 5. Il est encore prétendant au maillot blanc, c'est important de le préciser. Un maillot blanc qui sera aussi disputé et assez rude. Mais ouais, c'est clairement un top 10 très envisageable pour le coureur italien. Lui qui a été très irrégulier sur les grands tours ces dernières années, je pense que
le fait d'avoir été un peu moins sollicité en tant que leader cette saison l'a peut-être préservé, l'a gardé au frais pour cet événement de juillet. Avançons ensuite avec la groupe AMFDJ United qui, on va aller très vite, réalise un très bon chrono par équipe, malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de coureur pour le classement général. Je pense que l'objectif va être de mettre Romain Grégoire en jaune, ou du moins, et après de le faire gagner une étape assez vite, mais il n'y a clairement pas d'ambition au classement général. De toute façon, Romain Grégoire est le coureur phare de cette équipe, le coureur qui ramène le plus de points, la star de l'équipe, le coureur où on se dit mais qu'est-ce qu'il faut encore chez le groupe AMFDJ United tout simplement. Avançons pour la Alpecin Première Tech qui pareil n'a pas d'ambition en montagne. Mathieu Van Der Poel a réalisé le sprint sur le col final du chrono. Mathieu Van Der Poel, honnêtement, c'est compliqué parce que Jasper Philipsen est dans l'équipe et jouera du coup les sprints massifs. Mais avec ce nouveau format et le parcours très relevé de ce Tour de France, ça aurait été très intéressant de voir le coureur néerlandais jouer un maillot vert en fait, un classement par points. C'est quelque chose qu'il ne fera jamais dans sa carrière. Et c'est un peu dommage parce que... Bah oui, il en aurait le niveau, enfin on connaît son niveau sur les sprints, bien que chaque fois on le voit emmener Philipsen. On connaît ses capacités de puncher, son niveau en montagne, il l'a déjà démontré quelques années. C'est un peu dommage que du coup sa carrière soit vraiment cantonnée à faire le poisson pilote de Philipsen et surtout, enfin, sa carrière sur le Tour de France, bien sûr, parce qu'en dehors de ça, on connaît le palmarès ample de Mathieu Van Der Poel, mais sur le Tour de France, ouais, il est toujours cantonné à être poisson pilote de Philipsen. Et c'est un peu dommage parce que ouais, je pense que ses ambitions auraient pu être autres, quoi, que de simples victoires d'étape, au punch, etc. Là, on entre dans le vif du sujet avec peut-être les 6 meilleures équipes du peloton. Commençons avec la Décathlon, CMA CGM Team qui finit à 39 secondes. Je vais pas parler de déception parce que l'équipe alignée est tournée quand même pour avoir un côté le sprint et un autre côté la montagne. Paul Sexas finit donc à 39 secondes de Vingegaard. Est-ce que il est armé du coup pour les ambitions que tout le monde lui apporte, c'est-à-dire un podium du Tour de France? On ne sait pas. C'est l'interrogation. Alors que peut-être il y avait beaucoup d'assurance et de certitude autour de lui après ses performances sur la première partie de saison, et notamment la 10e place de Liège-Bastogne-Liège. On a vu un Dauphiné un peu plus sur la retenue, un chrono par équipe un peu décevant sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Moi j'ai dit Dauphiné parce que ça restera Dauphiné dans mon cœur cette course. Et aussi une chute qui a fait qu'il était encore avec quelques bobos à la présentation des coureurs il y a 3 jours. Franchement, pour moi, le cas Paul Sexas, c'est... je vais pas dire simple, mais c'est un podium de Tour de France. Derrière, du coup, Pogacar et Vingegaard, qui sont les deux meilleurs grimpeurs au monde. Ou bien alors, complètement le craquante et il sort du classement général, voire même il abandonne. Je vois pas l'entre-deux vraiment possible. C'est là, c'est vraiment... le Tour de France, c'est une course où t'es préparé ou t'es pas préparé. C'est qui tout double. Du coup, ouais, je vois vraiment soit finir sur le podium parce qu'il a bien préparé ça et qu'il est en forme de balade. Ou bien alors je le vois hors du top 10, complètement loin en général, largué, et pourquoi pas essayer de jouer l'étape en fin de course. Et alors il y a le cas abandon qui serait aussi possible, où je ne le souhaite pas parce que pour un premier grand tour et à son âge, ce serait cool de pouvoir montrer l'étendue de son talent. Mais donc, Paul Sexas, déjà un premier chrono où il perd 39 secondes, attention à lui. Passons du coup à l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe de Remco Evenepoel et Fioran Lipowicz. Du coup, on a Remco Evenepoel à 19 secondes, on a Fioran Lipowicz à 35 secondes. On sait que les ambitions de l'équipe sont de faire podium à nouveau, voire même mieux. Remco est le plus gros leader annoncé, forcément. Maintenant, c'est aussi le coureur le plus incertain entre lui et Lipowicz. Remco Evenepoel, on va voir un peu sa saison, ça a été assez... Ouais, je vais pas dire mauvaise parce que les résultats sont quand même bons. Mais pour le non Remco Evenepoel, les résultats sont un peu en dents de scie. Il y a donc cette victoire à Valence, cette craquante sur le haut tour,
le rôle d'équipier sur le Tour de Catalogne, et une campagne de classique avec un très beau podium sur le Tour des Flandres, une victoire sur l'Amstel, et une troisième place récupérée pour sauver l'honneur, on va dire, sur l'Est-Bastogne-Liège. Depuis, il n'y a pas roulé, il n'y a pas eu de course type Tour de Suisse ou Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a appris qu'il avait perdu 4 kilos par rapport à ce début de saison, ce qui est énorme. Même qu'il avait 4 kilos plus léger que l'année passée plutôt. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Le chrono par équipe est peut-être un peu de déception déjà. Alors, on dirait que la Red Bull Bora n'a pas très bien préparé le chrono parce que je pense que l'équipe aurait pu être sous les 10 secondes de cette équipe Visma, aurait pu même finir deuxième, voire premier. Maintenant, la casse est limitée. Hein, on a moins de 20 secondes pour Remco. Lipovic est toujours présent à 16 secondes. Et pour moi, un des deux sera dans le top 5. Voire podium. Mais vraiment, cette lutte au podium va être très, très, très redoutable. Pour moi, les deux premières places sont vraiment actées, comme je vous l'ai dit, entre Pogacar et Vingegaard. Et puis après, avoir cette bataille pour le podium. Et avec Lipovic, avec Evenepoel, on a deux coureurs très sérieux pour aller chercher ce podium. Lipovic, qui donc je vous présente un peu quand même, podium du dernier Tour de France, et qui est sur une saison très régulière, mais une saison où il gagne peu en fait. Il a levé les bras sur le Tour de Slovénie, et je pense que ça va lui faire du bien d'avoir enfin remporté les courses. Mais sur l'échelle du World Tour, contre la grosse concurrence, Lipovic, il n'y a pas de victoire. Et ça, c'est le gros point négatif, c'est que oui, toujours placé, mais jamais gagnant. Et assez loin même des meilleurs du niveau pur de par exemple d'un Paul Sexas, assez loin d'un Pogacar aussi, contre qui il a déjà roulé, et pareil assez loin d'un Vingegaard contre qui il a déjà roulé aussi. Donc en fait il a déjà roulé contre les trois gros prétendants au podium, et même déjà roulé contre Ayuso cette saison. Et il a toujours été largué. Du coup, il va vraiment falloir que ses capacités sur 3 semaines prennent le dessus sur le niveau intrinsèque en montagne, afin de le voir jouer un podium. Et je comprends du coup l'idée que la Red Bull Bora mette l'accent sur Remco Evenepoel plutôt pour essayer de jouer un classement général, car peut-être que le niveau brut de Evenepoel est plus élevé qu'un niveau de Florian Lipovic. Ensuite, on en a un peu parlé, on l'a introduit, c'est Juan Ayuso avec la Little Trek. L'équipe perd que 16 secondes, c'est pas mal. On voit que Skelmos perd plus de temps. Il n'y aura clairement pas l'option B, Skelmos joue le classement général. De toute façon, il n'en a pas de niveau. Il faut arrêter de parler de Skelmos pour un classement général sur le Tour de France. Pourquoi pas la Volta? Pourquoi pas le Giro? Mais le Tour de France, il n'en a pas les capacités. Juan Ayuso est venu en tant que leader. Il a une formation autour de lui, bien axée quand même autour de lui. On voit que Mads Pedersen est le sprinter, enfin le prétendant au classement par points. On connaît Pedersen, pas trop besoin d'équipier. Il peut se débrouiller tout seul. Ayuso a une équipe complète pour lui. Maintenant, Juan Ayuso, depuis 2 années, peut-être même 3, il n'y a plus de classement général pour lui. On connaît son niveau brut, c'est un superbe grimpeur, c'est peut-être le meilleur grimpeur derrière Pogacar, Vingegaard, mais sur 3 semaines, il n'y a plus aucun résultat depuis 2023. Et le Tour de France là, en tant que leader dans une nouvelle équipe, avec une équipe totalement tournée pour lui, va être révélateur pour savoir s'il est capable de jouer des classements généraux sur 3 semaines, s'il est capable d'aller remporter pourquoi pas un Giro ou une Vuelta, s'il évite un Tour de France. A voir comment l'équipe va tourner aussi. Je suis pas sûr qu'Askelmo soit totalement l'équipier pour lui. On connaît son ego mal placé, on connaît son niveau aussi qui est quand même, il reste quand même capable d'aller remporter les étapes. Pourquoi pas aller choisir la montagne, même si je pense qu'il n'a pas les cannes, il n'a pas le coffre pour attaquer 3 semaines. Mais en tout cas, Juan Ayuso, ça va être le gros focus. Sa saison a été assez compliquée. On l'a vu à un niveau très élevé, mais inconstant. Du Juan Ayuso, comme d'habitude, tout simplement. Franchement, j'espère quand même pour lui que à la fin, il y a ce top 5, voire un podium pour lui. Parce qu'il faut à nouveau prouver en fait que sur 3 semaines, tu es capable. Il est encore jeune, 23 ans, pareil, prétendant au maillot blanc. Mais il faut quand même prouver. Avançons
avec le podium de ce chrono par équipe. Je vais skipper vite fait la UAE Team pour parler de la Net Company Ineos parce que on voit que Filippo Ganna a été le dernier coureur. On a vu que Vauquelin a crevé, apparemment été attendu, ça a été compliqué et il finit à 1 minute 06 de Ganna, ce qui fait qu'il a 1 minute 14 au classement général. Bon, déjà de manière générale, Vauquelin, j'y croyais pas trop pour un classement général. Cette année, le tour a l'air quand même plus relevé au niveau des grimpeurs. Le parcours a l'air plus relevé aussi. J'ai voyais mal jouer un classement général, pour être honnête. Maintenant, aller porter un maillot jaune, pourquoi pas. Il avait clairement les capacités, c'est totalement faisable hein, pour lui, hein, on va pas se mentir. Mais là, voilà, on vient de totalement tuer les ambitions de Vauquelin en jaune dans l'œuf. Il va être, je pense qu'il était déçu que ça n'ait pas attendu, enfin il était vraiment mécontent et je peux comprendre. Son vélo de rechange était dans la deuxième voiture alors que c'est peut-être le gars à protéger avec l'absence de Oscar Only. Mais on peut voir aussi que la saison de Kevin Vauquelin était très compliquée. Il a souvent été mis aligné avec Oscar Only et Oscar Only a eu beaucoup de pépins et Vauquelin à chaque fois devait pallier ces problèmes-là. Il a boudé très longtemps dans la saison, à juste titre, à tort, je sais pas, parce que il est moins fort que Oscar Only, c'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut assumer. Mais à côté de ça, le gars, à chaque fois, on l'a mis au second plan, en fait. Et pourquoi on l'a pas mis sur des courses où il n'y avait pas Oscar Only? Pourquoi est-ce que, par exemple, il est mis sur le Tour de France alors qu'Oscar Only était prévu? Et que peut-être, simplement, il n'avait pas le niveau. Pourquoi ne pas l'avoir mis sur la Volta où le parcours est peut-être plus à sa convenance? Il aurait pu viser quelque chose. Franchement, je sais pas. En tout cas, il n'y aura pas de maillot jaune pour Vauquelin. Il va chasser les étapes, tout comme Tim Arensman qui vient de sortir une 4ème place du Giro, comme Egan Bernal qui vient de sortir un top 10 du Giro, comme tout le monde dans cette équipe, en fait, tout simplement, ça va être la chasse aux victoires d'étape. Et le chrono par équipe est une défaite aussi pour l'équipe de Compagnie Ineos. C'est... Ouais, l'équipe, franchement, il n'y a rien qui va, c'est dommage. Voilà, il reste du coup les deux grosses équipes, les deux armadas, les deux gros leaders, la Visma de Vingegaard, la UAE de Pogacar. Vingegaard a pris l'avantage avec ce contre-la-montre emporté. Il prend déjà 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, il en prend 26 sur Del Toro. Et que dire? Parlons déjà de la UAE Team, qui du coup aligne Pogacar, qui aligne Del Toro. Bon, on connaît le palmarès de Pogacar en 2026. Milan-San Remo, Stradé, Ronde, deuxième place de Paris-Roubaix derrière Van Aert. Yes-Bastogne-Liège, Tour de Romandie remporté haut la main, Tour de Suisse remporté haut la main. C'est le favori au Tour de France, simplement. À mon avis, il va le gagner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Passons maintenant à Isaac Del Toro, parce que là, c'est intéressant de voir si il joue la carte de l'équipier complètement ou si il a quand même une ambition au classement général. C'est un gros prétendant au podium, Isaac Del Toro, et c'est pas à négliger. Maintenant, avec ce rôle d'équipier, peut-être qu'il sera trop juste pour aller faire le podium. Peut-être aussi qu'il sera tout simplement trop juste en haute montagne pour aller faire le podium. Il vient de remporter le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on sait que les vainqueurs du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes arrivent très souvent en forme sur le Tour, et beaucoup l'ont gagné aussi derrière. Disons qu'il n'y avait pas encore la concurrence qu'il faut pour voir Del Toro... Enfin, comment dire? J'ai envie de voir Del Toro face à de meilleurs grimpeurs. Il a remporté le Tour face à du Tiberi, Johannessen, Le Gall, etc. Donc on sait que son niveau est assez conséquent, son niveau est assez bon pour viser le podium. Mais ce que j'ai vu sur 3 semaines aussi de Del Toro l'année passée sur le Giro, j'ai vu un coureur qui était bon, mais pas non plus incroyable face à une seconde catégorie de grimpeurs, comme Carapaz, comme Simon Yates, comme Derek G, etc. Donc, l'ambition de Del Toro, ça va clairement être pour lui, je pense, de faire un podium. Mais pour moi, s'il est dans le top 10, c'est déjà très bien. Parce qu'il va devoir faire cet équipier pour Pogacar. J'ai envie de le voir dans le top 5. Mais ça va être très relevé. Et il est également prétendant au maillot blanc. Donc ça va être très intéressant cette lutte avec Ayuso,
avec Tiberi, j'en ai parlé, avec Paul Sexas, j'ai failli oublier, oula. Ça va être hyper intéressant, mais beaucoup d'attentes sur le rôle de Del Toro qui, on le sait, était déjà un peu mis en concurrence avec Sexas parce que ça parle beaucoup de Paul Sexas dans l'équipe UE. Mais si Paul Sexas arrive, ça veut dire qu'Isaac Del Toro s'en va. Et on peut aussi parler d'un Isaac Del Toro qui peut-être à l'avenir voudrait être leader sur des courses. Et que l'équipe UE, bah, on a bien vu que c'est l'équipe qui a trop de leaders avec Almeida qui a un peu plus de difficultés cette saison, mais qui est également un leader. Del Toro, Pogacar, à un moment en fait, certains vont vouloir s'émanciper. Du coup voilà. Revenons et en concluons même sur cette dernière équipe Visma Leasebike qui a remporté le chrono par équipe avec Jonas Vingegaard. Là, il y a quand même beaucoup de surprises à noter avec cette équipe. C'est là où moi je voyais un Matteo Jorgensen en forme et pourquoi pas aller chercher un top 10 au classement général parce que Vingegaard sort du Giro, on sait que Vingegaard sera deuxième du Tour de France et on se dit, bah, allez Jorgensen, toi prends ta chance aussi, prouve que tu es capable de faire top 10 d'un grand tour. Et ben non en fait, Jorgensen vient de perdre 2 minutes 30 sur le chrono. Du coup ça l'éloigne déjà de cette bataille au classement général. Et on voit que toutes les ambitions sont clairement mises autour de Jonas Vingegaard. Et c'est très surprenant parce que j'ai pas fait le comparatif des effectifs, mais la Visma Leasebike est l'équipe très très agressive. Avec comme rouleur Hagenes Affini, on va même dire juste Affini, comme coureur un peu plus rouleur mais qui passe quand même bien la montagne, Hagenes, Campenars, Armirail. Et comme grimpeur, pur grimpeur du coup, Jorgensen, Kuss, Piganzoli. Autour de Vingegaard, l'équipe est hyper solide. Donc ça va être une équipe qui va pouvoir rouler, mettre la pression sur Pogacar et Del Toro, il n'y a pas de souci. Tandis que Team, l'équipe est quand même assez légère en haute montagne, je dirais, avec un Adam Yates qui sort d'un abandon sur le Giro, dont on ne connaît pas son niveau pur sur ce Tour de France, avec 3 rouleurs amenés quand même, avec Nils Pollitt, Ferrand Vermeersch, Tim Wellens, Felix Rochardner qui est un équipier modèle, mais qui n'est pas le meilleur grimpeur, clairement. McNulty qui est un superbe rouleur équipier pareil complet, pas le meilleur grimpeur. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai des retenues sur Del Toro, parce que c'est peut-être le seul coureur qui sera présent quand il y aura encore 3-4 coureurs de la Visma Leasebike. Et ça, c'est très très embêtant parce que du coup... oui, Pogacar est le favori et le meilleur coureur de ce peloton, le meilleur grimpeur de ce peloton. Mais c'est l'équipe Visma Leasebike qui a la meilleure équipe et Vingegaard est déjà en jaune. Donc à voir comment ça va s'orienter. Jorgensen, pas de classement général. Sepkus, pas de classement général. Piganzoli, il vient de sortir d'un classement général sur le Giro. Et on a vu qu'en 3ème semaine, il était plus faible. Je le vois mal jouer le classement général et faire le backup, on va dire, de Vingegaard au classement général. Ça semble être un équipier pur et dur aussi. Donc Vingegaard est très bien armé. Il sort d'un Giro sans même s'être épuisé. On va être honnête. Mais il va devoir défendre face à Pogacar qui va être très 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 agressif. Du coup, pour faire un petit prono du podium, je pense que ça va être Pogacar quand même toujours premier, Vingegaard en 2ème place, et je vais quand même mettre Paul Sexas sur la 3ème place du podium, bien que j'ai des doutes sur ses capacités de 3 semaines. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est quand même bien préparé, j'ai l'impression que il se met pas trop la pression non plus, et intrinsèquement c'est le meilleur grimpeur pour moi derrière les 2 autres cités. Donc voilà. J'espère vraiment que ce Tour de France va nous réserver beaucoup de surprises, que tous les coureurs vont répondre à l'appel, parce que quand tout le monde répond à l'appel, la bataille est rude et hyper intense et... Je vais pas dire qu'il y a du suspense, mais c'est hyper sympa à regarder. Et j'espère être tenu en haleine pendant ces 21 étapes, parce que le parcours est fait pour qu'il y ait que des étapes pour grimpeurs limite. Donc j'espère que de votre côté ce sera pareil. N'hésitez pas à me pronostiquer votre top 5, votre podium, votre top 5, vos mentions spéciales, les coureurs que vous avez envie de regarder. On se dit à la prochaine
sûrement après le Tour de France. Comme je l'ai dit, il y aura moins de vidéos régulières, mais ce sera peut-être un peu plus travaillé. Et on se dit à la prochaine. Bisous, portez-vous bien.